Merci d'être avec nous sur les antennes de Tui TV et Watt FM. Vous êtes à votre émission d'analyse et de décryptage, le tribunal de l'actualité. Nous sommes à la 5e et dernière convocation de la semaine de cet instant. Je suis Adam Scalet Ouedraogo. Sur ce plateau, j'ai à ma compagnie les deux juges au siège, Bernard Bougma, Geoffroy Vaha. Bonjour messieurs les juges. Bonjour président Ouedraogo, bonjour juge Vaha, bonjour madame, messieurs. Bonjour juge Bougma, bonjour président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Alors pour cette dernière convocation, nous allons nous intéresser à deux sujets que nous avons enrôlés. Il s'agit notamment du travail de veille citoyen qui a été fait par la Ligue des consommateurs aux côtés de l'ONEA pour la question de la double facturation. Nous allons également nous intéresser à la question ivoirienne. Vous le savez, la Côte d'Ivoire est en deuil depuis le 10 mars. Ahmed Bakayoko est décédé à l'âge de 56 ans en Allemagne des suites d'un cancer. Il apparaissait comme le successeur d'Alassane Ouattara. L'annonce de son décès a fait une onde de choc. Comment envisager l'après-Ambak et quelles sont les conséquences politiques de cette disparition? Nous allons également l'évoquer avec les juges au siège, mais avant, nous allons ouvrir la première partie de cette émission, les avant-propos. Juge Bougma, vous avez la parole. Merci président. À l'issue du Conseil des ministres, il a été clairement dit que le baccalauréat sera maintenant organisé par le ministère de l'Éducation nationale et de la promotion des langues nationales, donc MENA-PLN en abrégé. Donc déjà des élèves avaient manifesté pour dénoncer cela parce que c'est une dévalorisation du baccalauréat et tout. Hier nous avons reçu André Eugène Ilboudou qui n'est plus à présenter dans le domaine de l'enseignement et dans l'univers des associations au niveau du Burkina Faso. Et donc, qui pour lui, c'était tout à fait normal parce que ce n'est que justice rendue aux enseignants du secondaire qui administrent les cours, qui administrent, comme on appelle ça, des examens blancs et tout, mais aussi qui proposent même les sujets du baccalauréat. Donc, les sujets du baccalauréat ne viennent pas de l'université, mais les sujets du baccalauréat viennent des enseignants, effectivement, du secondaire. Là. Et donc, à l'arrivée, c'est un professeur d'université qui vient poser sa signature et ça devient le diplôme universitaire. Et hier, il a posé la question, comment est-ce que vous pouvez sortir avec le diplôme d'une école où vous n'avez jamais mis les pieds? Et effectivement, quand on regarde le premier diplôme universitaire, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que ça sonne comme le ticket pour entrer seulement à l'université. Donc vous l'avez, vous rentrez à l'université, vous ne l'avez pas, vous ne rentrez pas. Parce que les entrées spéciales à l'université, on n'en a plus comme avant. Donc, alors, de là à parler de premier diplôme universitaire, alors que quand vous arrivez à l'université, il y a un DEG 1 qu'on vous délivre qui n'est pas encore un diplôme, c'est le DEG 2 qui vient dire que vous avez le premier diplôme universitaire. On ne parle pas de baccalauréat. Et donc, ici, la question, c'est pourquoi on en est arrivé là et tout. Mais moi, ce n'est pas dans cette polémique-là mon avant-propos. Ça, c'est déjà le constat que je fais. C'est le silence de nos deux ministres, qui sont d'ailleurs des professeurs titulaires d'université. Ils sont des professeurs d'université également. Je ne comprends pas. Le professeur Waro et le professeur Alkassou Maïga, je ne comprends pas les deux. C'est vrai, il y a un porte-parole du gouvernement qui a juste qui résume, mais ça s'arrête là. Et l'interrogation des parents, l'interrogation des élèves et étudiants, l'interrogation des citoyens burkinabés. Silence total. C'est vrai que le professeur Waro promet une conférence de presse entre lui et son... Incessamment entre lui et le professeur Maïga, mais j'ai dit non, c'est pas suffisant. À ce stade-là, on ne devrait pas être... Cette conférence de presse devrait avoir lieu au plus tôt, au plus vite. Pour qu'on sache pourquoi c'est maintenant, pour qu'on sache que c'est toujours le ticket gagnant et qu'il ne suffit pas d'avoir le bac, pour qu'on dise après qu'il faut avoir l'entrée à l'université comme l'entrée en seconde ou l'entrée en sixième. Ces zones-là, les Burkinabés ont besoin de savoir. Entre ceux qui ne maîtrisent pas le sujet, qui parlent de ce qu'ils ne savent pas, et ceux qui maîtrisent le sujet, il y a une flagrante contradiction. Parce qu'il y en a qui parlent de réforme de bac. Alors qu'ici, on ne peut pas parler de réforme. On a parlé de changement d'organisateur. La réforme implique un changement de fond. Peut-être il y a des matières qu'on va laisser, et tout. Il y a eu... mais ces questions-là, ceux qui ne sont pas concernés disent que ce n'est pas une réforme. Et les concernés sont là, silencieux. Non.
je pense qu'au sorti du Conseil des ministres, la même soirée ou le lendemain, on devrait pouvoir avoir les deux ministres sur le même plateau pour une conférence de presse en bonne et due forme pour expliquer aux Burkinabés les tenants et les aboutissants de cette affaire. Parce que le baccalauréat comme premier diplôme universitaire, on l'a dans nos têtes depuis des lustres et ça a toujours été comme ça. Donc aujourd'hui, un changement qui s'opère et on promet des conférences de presse incessamment. Non. Ça, c'est comme si on entrait dans l'ordre maintenant de la réaction. Ce n'est pas de la communication. C'est une réaction. Vous allez venir maintenant vous justifier, passer votre temps maintenant à répondre à des gens. Alors qu'il fallait d'abord donner l'information, expliquer, et puis bon. Les tenants et les aboutissants. Les tenants et les aboutissants. Mais sincèrement, bon, sous le ciel, on a ce problème de communication, et après, c'est des rattrapages, c'est de la réaction, et puis bon, on passe à autre chose. L'intention de départ peut être bonne, mal expliquée ou mal compris, et puis il y a beaucoup de réformes qui sont de très bonnes réformes qu'on a abandonnées comme ça parce que l'opinion n'était pas d'accord, l'explication est venue en retard, après on dit c'était comme ça, non, on ne savait pas, mais non, parce que si moi je vous parle et que vous ne me comprenez pas, vous avez du mal à me comprendre, ce n'est pas vous qui entendez mal, ni vous qui interprétez mal. C'est moi qui ne me suis pas bien fait comprendre. Quand le récepteur a des problèmes pour recevoir le message, le problème n'est pas lié au message, c'est lié à l'émetteur. Donc souvent, on dit que moi je suis responsable de ce que j'ai dit, toi tu es responsable de ton interprétation. Si tu avais bien dit, n'allais pas interpréter. Il faut nous bien dire les choses pour qu'on ne passe pas notre temps à interpréter. Et on a des communicants dans notre gouvernement, on a des communicants dans les ministères. Il faut faciliter la tâche au Burkinabé pour qu'ils comprennent ce qui se passe réellement. C'était mon avant-propos. C'est quand même un coup de gueule. Juge Bougma pour ces clés de lecture. Geoffroy Vara. Oui, merci Président. Moi j'aurai deux avant-propos assez rapides. Il y a le premier avant-propos qui va concerner un numéro vert qui a été lancé il n'y a pas si longtemps, c'était le 2 mars. C'était le 80 0012 87 et il concerne les violences basées sur le genre. Et il y a le Faso.net qui est allé rencontrer donc Madame Kaboré, qui est responsable de la gestion du centre pour comprendre un peu comment il fonctionne et tout. Mais il y a beaucoup de choses intéressantes dans l'interview qui est partagée, puisqu'en une semaine seulement, il y a pas moins de 98 cas qu'ils ont eu à gérer, donc des appels qui sont de l'ordre de dénonciation de violence. Et très souvent, ce qui est ressorti, c'est que c'est des violences conjugales. Et quelquefois même c'est des personnes qui viennent avec portant des stigmates, donc apparemment des coups portés sur elles et tout. Et ils disent, quand on regarde, c'est souvent des violences conjugales. Et il n'y a pas que les femmes, il y a des hommes aussi qui sont qui sont victimes de ce phénomène là. Et donc je disais 98, quand vous faites la moyenne, on a à 14 en gros de cas gérés par jour. Et ils expliquent un peu la délicatesse de leur intervention qui va jusqu'à parce qu'il y a autour il y a tout un il y a on va dire d'autres entités qui entrent en jeu, par exemple des forces de l'ordre lorsqu'il s'agit d'aller dans des domiciles et tout, et des agents aussi qui se connaissent dans les questions de gestion de ce type de violence là, et donc ça va jusqu'à des interventions à domicile. Et c'est très intéressant quand on lit cette interview là, et on se rend compte que quelquefois des dynamiques qui sont lancées, qui n'ont l'air de rien, on ne comprend pas combien de fois ça peut soulager dans les rapports. Et ça, c'est très important. Et je dis, j'invite encore à lire, et puis peut-être que ça va permettre, peut-être à ceux qui ne connaissent pas ces numéros-là, de les avoir, et puis de se dire que même quand on a l'impression que c'est loin des regards de tout le monde qu'on souffre, il y a un genre de porte de sortie qui soit possible. Et puis, je pense que ça colle aussi à la tête de chacun pour se dire que, bon, il faut faire attention dans les rapports qu'on a les uns avec les autres. Et il raconte un peu la délicatesse aussi de certaines interventions, parce que qu'il privilégie d'abord, c'est bien la conciliation. C'est-à-dire, quand ils arrivent, c'est pas seulement, bon, écoute, il t'a fait quoi, donc dans ce cas, il faut porter plainte et ceci et cela. Donc, ils ont un rôle d'abord de conciliation, et ils ont une démarche qui leur est propre. Je dis, c'est encore intéressant à voir, et pour ceux qui ne savent pas, c'est bien d'y aller, de bien lire, et puis de se renseigner là-dessus, parce que c'est une très bonne initiative, et ça mérite donc qu'on s'y arrête. Je dis, j'ai deux avant-propos. Le deuxième va nous conduire du côté du Sénégal, avec ce qu'on est en train de regarder. On sait que
les choses se sont apaisées, les appels ont été lancés, le président Macky Sall a compris beaucoup de choses parce qu'il a laissé, et ça quoi qu'on dise, même si on parle d'indépendance de la justice, on sait que la sortie de Sanko, il y a été comment dire cela, il a été capital dans la décision, ça c'est une réalité, et on écoutait encore certains leaders d'opinion au Sénégal qui avaient été consultés par Macky et qui avaient tenté un genre de médiation, confié très clairement qu'ils avaient même conseillé au président Macky Sall de bien faire sortir Sanko parce que il n'avait pas connu jusqu'à présent au Sénégal pareille violence et pareille turpitude. Donc c'est un Macky Sall qui se retrouve aussi, quoi qu'on dise, fragilisé, pas seulement parce que il y avait en face tous ces profondeurs et donc les défenseurs de la cause de Sanko, mais il y avait un genre d'exaspération vis-à-vis d'un certain nombre d'éléments. Et lui a compris le message. Et vous vous rappelez que le 8 mars, en même temps que lui fait sa sortie télévisuelle, il y a aussi Sanko qui fait sa même sortie parce qu'il faut bien, Sanko, il faut bien calmer les ardeurs qu'il y a dehors. Mais il y a une question qui peut-être pour beaucoup est passée un peu sous silence, mais qui était très importante, elle a été abordée par Sanko, c'est que Macky dise ce qui est sur la suite des choses concernant son envie de rester ou de partir. Et ça, c'est très important. Parce que pour beaucoup de Sénégalais, il y a ça en toile de fond, même si ce n'est pas abordé aujourd'hui. Qu'est-ce que Macky Sall veut? Veut-il rester? Veut-il tenter comme beaucoup l'ont fait dans la sous-région? Ou dira-t-il très clairement qu'il part? Il y a comme un genre de pression qui est en train d'être menée et qui est en train d'être fait pour que l'homme disent des choses, s'engagent à des choses qui le tiennent à la gorge. Et je crois aussi que ça c'est très important de le ressortir. On a déjà abordé plusieurs fois cette question ici, mais ça on ne l'avait pas fait ressortir. Mais aujourd'hui, Macky Sall est pris à la gorge sur cette question-là. Et c'est sûr que ça taraude son esprit. Et comme dirait l'autre, la pression a changé de camp. C'est clair, la pression a vraiment changé de camp. C'était mes deux avant-propos. Merci pour ces différentes clés de lecture. Nous allons à présent nous intéresser au premier sujet qui a été enrôlé pour la présente convocation. On le disait, la Ligue des consommateurs a rendu public le rapport qui a été fait concernant le travail sur la double facturation, je dirais, mise en place par l'ONEA. Alors il faut dire que c'était hier face à la presse et on se rappelle que cette opération a eu lieu du 8 au 24 février dernier. On peut retenir de ce rapport que plus de 530 plaintes ont été enregistrées. Alors juge Bougma, quand on regarde aujourd'hui ce qui a été donné comme rapport avec l'ampleur, je dirais, des plaintes, finalement cette opération de voix citoyenne avait vraiment sa raison d'être. Oui, elle avait sa raison d'être parce que il y avait beaucoup de plaintes, il y avait beaucoup de récriminations et de dénonciations. Et donc le mieux effectivement c'était de voir clair. Et c'est ce que d'ailleurs on attend de ces organisations-là. Pouvoir sur la base d'éléments scientifiquement, non, c'est-à-dire clairement établis, avec des preuves à l'appui, démontrer que c'est pertinent, ce n'est pas pertinent, démontrer que ce dont on parle, ça l'est réellement. Sinon parfois on est en train de ressasser. C'est-à-dire il n'y a pas de contenu qui sous-tend ça. Et donc, c'est une démarche déjà qui est bien et qui permettra de voir suffisamment clair, de savoir comment est-ce que les choses marchent. D'accord. Alors, il faut dire que la Ligue des consommateurs va plus loin. Elle demande la suppression pure et simple de cette façon de facturer la clientèle. Geoffroy Var. Oui, c'est clair que ce qui est demandé et exigé par la Ligue des consommateurs, je crois que sur les plateaux ici, nous les avons déjà entendus. Et d'ailleurs, les émissions que nous animons, qui sont des émissions libres, où il y a donc l'accès direct, notamment de nos auditeurs, je pense que pour peu que vous ayez un compteur donné chez vous à la maison, ou que vous écoutiez ces émissions-là, vous aurez le même avis. Ça, c'est vraiment une réalité. Maintenant, pour la Ligue des consommateurs, je dis encore que il y a peut-être qu'ils viennent, c'est un peu mon point de vue, c'est un peu mon point de vue, c'est qu'ils viennent à un moment donné où je ne dirais pas que la fièvre est tombée, mais c'est qu'on a tellement crié qu'à la fin on se demande qu'est-ce qu'il faut dire encore.
je rappelle que sur ce plateau, on avait même posé la question, Bernard, c'est Nakouma, non, qui était venu sur ce plateau. Il siège au conseil d'administration de l'ONIA. Voilà. Donc, d'une façon ou d'une autre, je pense qu'ils y sont d'abord pour défendre l'intérêt du consommateur. Et donc, venir le demander a posteriori avec tout le monde, je crois aussi que, bon, c'est venir rejoindre un peu la troupe qu'ils défendent, alors qu'ils devraient en être les porte-parole et qu'ils devraient être avant-gardistes sur ce point-là. Attendre de venir collecter devant des agences des plaintes pour venir nous dire ça après, alors que c'est une ligue de consommateurs et les consommateurs s'en sont plaints, c'est pas aujourd'hui. Je trouve qu'ils viennent sur un sujet à la queue. C'est ce que je pense sur ce sujet. Et puis quand vous regardez même leur point de presse, c'est sur quoi? Une conférence de presse pour évoquer les préoccupations des consommateurs relatifs au relevé bimestriel, la flambée des prix des produits de grande consommation, la qualité des huiles alimentaires, la vente du gaz butane par des distributeurs non agréés et des pratiques malsaines des sociétés de téléphonie mobile. Donc on met ça même dans beaucoup de choses. Alors que pour moi, la singularité du sujet mériterait qu'il soit concis et précis là-dessus et qu'on ne mélange pas ça avec beaucoup d'autres choses. Tous les autres éléments qu'on a cités, c'est des luttes de tous les jours. C'est des points sur lesquels on les sent sortir tout le temps. Mais quand vous avez mené une vaste campagne sur la question de l'ONIA, on attend que vous veniez en vous assumant sur la question, mais pas que vous diluiez ça dans beaucoup d'autres choses. En fait, c'est un peu le pire reproche que je fais. Ça peut être de l'ordre de leur stratégie, mais moi je trouve que sur cette question avec l'ONIA, ils sont venus à la queue, parce que le problème est posé par les consommateurs depuis fort longtemps. Si c'est le consommateur qu'on défend, d'abord ça devrait se faire en interne parce qu'ils sont au niveau du conseil d'administration, et puis deuxièmement, ils devraient être les premiers à ressortir le problème. Combien de personnes sont allées rencontrer l'ONIA sur ces questions? On a entendu la Ligue dire qu'elle aussi avait rencontré l'ONIA sur ces mêmes questions et qu'elle était partie avec des factures, et quand elle est ressortie, elle en a été convaincue. Mais c'est pas ça le problème. Je l'ai dit ici tout le temps. On ne peut pas expliquer à quelqu'un comment il a mal. Il ressent ça déjà. Lui n'a pas besoin de venir, que vous veniez lui expliquer comment lui il a mal. Le problème, c'est quel remède vous y apportez. Ce que vous pouvez écouter, c'est son mal. Parce que c'est lui qui peut l'exprimer ça de la meilleure des façons. Parce que c'est lui qui ressent le mal. Maintenant, quand vous l'avez écouté, proposez des remèdes. Ou bien, si vous pensez qu'il exprime un peu moins bien sa douleur, que vous en êtes le porte-voix, vous l'exprimez un peu mieux. Mais vous ne venez pas le convaincre sur là où il a mal ou quoi que ce soit. Donc, pour moi, il y a vraiment un véritable problème sur ce chapitre-là. C'est bien de dire oui, il faut ceci, il faut cela, mais ça fait combien de mois depuis, et rappelez-vous, depuis que le président est sorti pour des allègements avec la question Covid sur les bourses des Burkinabés, depuis lors jusqu'à aujourd'hui, les factures continuent. Moi, rien que mes factures, les dernières que je dois payer, je regarde, mais je vais aller payer, mais à mon corps défendant. Parce que depuis plusieurs mois, quand je regarde, mes factures sont passées du simple au triple. On vous explique que non, il y a ceci, il y a cela. Je suis même parti à l'ONIA, moi, pour discuter sur la question, je le redis encore, avec la direction. On vous sort des éléments, on vous fait comprendre un certain nombre d'éléments, mais il y a quelque chose qui est têtu, c'est que tous les Burkinabés ressentent la même chose. Soit tout le monde se trompe, ce qui, dans la logique, est souvent très difficile, ou bien il y a un changement qu'on ne veut pas nous donner en termes d'explication. Et puis le fond même, c'est quoi? Il y avait une ancienne méthode qui ne posait aucun problème à personne. Vous changez de méthode et jusqu'à présent ça ne va pas. Pourquoi est-ce que vous ne revenez pas à l'ancienne? Si ce n'est que vous en tirez un meilleur parti, parce que tout le monde paye plus. Ça, il n'y a pas 48 façons de le dire. Tout le monde paye plus. Donc, la seule personne qui gagne, c'est l'ONIA.
Alors, juge Bougoin, c'est vrai que Geoffroy va parler un peu du contenu de ce rapport-là qui, comme il le disait, est un peu connu de tous. Ce système de facturation qui pose problème. Mais au-delà de cela, il y a la question du timing et d'autres même se posent la question pourquoi c'est pas la société, l'ONEA elle-même qui porte cette communication-là. Non, en fait, je pense que la Ligue a essayé de comprendre ce qui se passe, de mon point de vue, et arrive à la conclusion qu'il faut arrêter. Donc, c'est-à-dire le travail visait un objectif bien précis. Continuer ou arrêter la double facturation. Et la conclusion, elle est implacable. Il faut arrêter cette double facturation. Et la Ligue n'est pas la seule ou la première à demander cette double facturation. Sur Facebook, des voix qui comptent également ont demandé l'annulation. Oui, tout à fait, de cette double facturation. Donc là, c'est vrai que la Ligue l'a demandé, mais elle défonce là une porte déjà ouverte. Et effectivement, pourquoi ce n'est pas l'ONEA je ne pense pas que, même si c'est l'ONEA qui fait ce travail, elle va crier sur tout le toit qu'elle a découvert que c'est pas bon, mais elle va arrêter. Elle va sortir seulement un communiqué, trouver des arguments qui ne tiennent pas debout, puis nous dire, bon, finalement, on a entendu, on reviendra. Alors que la meilleure façon de faire pour prendre une telle décision, c'est de commanditer également un sondage ou une étude à l'interne. Ça peut se faire et ce n'est pas l'argent qui manque à l'ONEA pour le faire. Donc ce travail interne permettra de regarder avec des éléments probants s'il faut continuer ou s'il faut arrêter et tirer maintenant les conséquences. Et donc que la Ligue ait fait son travail, il n'y a pas de problème, mais que l'ONEA aussi se pose des questions, parce que les mêmes agents de l'ONEA paient des factures. Il ne faut pas penser qu'eux aussi ne paient pas les factures. Même s'ils ne paient pas les factures, ils ont des parents qui paient les factures, ils ont l'entourage qui paie les factures, ils ont des amis qui paient les factures, ils ont des frères et des soeurs qui paient les factures. Donc même les travailleurs de l'ONEA ont l'information. Le directeur général de l'ONEA sait. Et parce qu'en tant que DG de l'ONEA, s'il a des faveurs pour ne pas payer, dans son entourage, il y a des gens qui payent. Ses amis, il y en a qui vont lui dire, écoutez, votre affaire là, nous ne comprenons pas. Parce que c'est aussi ça, le cercle extrême va vous dire ça. Et donc, c'est pas, j'ai dit pour moi, ce n'est pas que l'ONEA ne sait pas. L'ONEA sait. Le ministre qui s'occupe de l'eau sait. Parce qu'avant d'être nommé, il payait des factures. Et donc, dans son entourage, des gens paient des factures. En réalité, donc, les autorités savent. Mais pourquoi est-ce que ça persiste? Ou bien c'est nous qui consommions ou qui payons moins que ce qu'on devait donner à l'ONEA. Peut-être que c'est nous qui consommions beaucoup, mais on payait moins. En ce moment, c'est justice qui est en train de rendre à l'ONEA. Mais là, je ne comprends pas, parce que c'est eux qui ont le compteur, qui installent le compteur, qui viennent le garder. Ils se sont levés à un moment donné, même changer le compteur, sans demander l'avis des gens. Vous êtes assis un beau matin, l'ONEA débarque, bonjour, c'est l'ONEA, c'est changement de compteur, parce que le compteur qui est là, il est obsolète, il a fait 10 ans, il devrait être changé normalement, et puis ça chauffait dans certains domiciles, vous n'avez pas été prévenu, le compteur a été changé. C'est l'ONEA qui a changé le compteur. C'est pas le consommateur qui est allé dire, il faut me changer, viens avec un nouveau compteur, non. Parce que j'ai assisté à une scène où le propriétaire du domicile n'était pas d'accord. Là, je passais, j'ai vu un attroupement, il dit qu'il n'est pas d'accord, il n'a pas demandé pourquoi vous allez enlever mon compteur. Puis il dit que pour le compteur, c'est la propriété de la Sonabel. Il y a des erreurs au niveau des calculs parce que le compteur est vieux, c'est ancien, tout le monde doit changer. Bon, nous avons démarré, on a continué notre chemin. Bon, finalement, ils se sont entendus, puisqu'il n'a pas le choix. S'il n'est pas d'accord, ils vont couper son eau. Bon, il va se débrouiller comment? Mais ce changement de compteur là, c'est aussi pour dire bon, pour que les données qui sortent soient exactes. Donc, de deux choses l'une, ou l'ONEA nous fait ou l'ONEA nous prend plus d'argent, ou c'est nous qui payons moins. Mais dans ce cas, il faut retourner à l'ancien système de facturation pour qu'on sache si réellement c'est le cas. Parce que le compteur va sortir ce que vous avez consommé. Mais la question c'est, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi subitement le coût flamme du simple au double, du simple au triple et du simple au quadruple? Il y a un problème qu'on n'arrive pas effectivement à résoudre. On n'arrive pas à savoir qu'est-ce qu'il y a réellement. Et là, l'ONEA également, de mon point de vue, doit commanditer son étude interne pour situer les choses. Mais
il y a beaucoup de plaintes. Et là, vraiment, je suis d'accord que pourquoi la Ligue l'a fait, alors que c'est le qui devait le faire, je pense également que l'attitude de la Ligue, c'est pour pouvoir avoir une base, un document avec un contenu clairement établi pour pouvoir passer à l'étape de son plaidoyer. D'accord. Voilà. Alors c'est un sujet majeur, plusieurs fois enrôlé au tribunal de l'actualité. On le disait, c'est un rapport qui a permis justement de donner un certain nombre d'indications et de clés de lecture concernant la double facturation de l'ONEA. Nous avons eu la promesse de la Ligue des consommateurs d'honorer une convocation au tribunal de l'actualité pour justement parler de ce rapport, du mode opératoire qui a été mis en place et de son contenu, et en tout cas ce qui est prévu dans le cadre de cette double facturation qui, il faut le dire, suscite beaucoup d'interrogations et de plaintes du côté des consommateurs. Nous allons à présent, attaquer le deuxième sujet qui a été enrôlé pour cette convocation. On le disait, la Côte d'Ivoire est en deuil depuis le 10 mars. Ahmed Bakayoko est décédé à l'âge de 56 ans et depuis l'annonce de son décès, il y a des vagues de réactions aussi bien en Côte d'Ivoire qu'à l'international. Alors on peut se dire sans se tromper qu'au regard justement de ce qu'on a comme réaction après ce brusque départ-là, que c'est un grand baobab de la politique ivoirienne qui est parti. Oui, c'est clair que c'est peut-être du point de vue des acteurs politiques et de la réalité que nous connaissons, un jeune, parce que il a quoi, il est décédé à 56 ans, non? 56 ans. 56 ans. Bon, 56 ans, c'est pas si jeune, hein. Mais on a cette réalité que les acteurs politiques sous nos cieux sont très âgés et très souvent. Et donc c'est un jeune loup de la scène politique qui s'en va et qui, certes, à 56 ans, mais qui n'a pas moins de 20 années, bien pleinement rempli d'actions politiques et qui plus est d'occupation de fonctions majeures. Donc c'est pas rien. Et puis pour qui connaît la scène politique ivoirienne et les différents clivages dus à l'histoire récente, pour qui connaît tout cela, c'est que le monsieur qui s'en va, c'était un genre, c'était pas comment dire cela, c'était pas une brique, c'était plutôt un genre de lien. C'est quelqu'un qui liait plutôt des blocs. C'est comme ça qu'il fallait voir Ahmed Bakayoko. C'est quelqu'un qui, là où il est, crée des moyens de rapprochement, parce qu'il était à l'aise avec tout le monde. Et puis, il avait cette façon de vivre, il avait cette façon d'être qui faisait que il était à l'aise avec tout le monde, quelle que soit la dimension, la structuration sociale ou ce que vous voulez. Donc, c'est ça qui va beaucoup manquer. Notamment Alassane Ouattara, qui lui-même est un personnage un peu clivant. De tout ce qu'on connaît de son histoire, depuis son arrivée en Côte d'Ivoire jusqu'à maintenant, c'est vous l'aimez ou vous l'aimez pas. C'est ça la réalité. Et il avait besoin d'un monsieur comme Ahmed Bakayoko, qui, même dans les moments les plus durs où vous aviez des dissensions profondes, même au sein du RHDP, après que le PDCI à la fin soit parti et tout, puisse, après avoir discuté avec le président sans avoir demandé son avis, aller toquer à la porte de l'adversaire et puis dîner avec lui le soir. Et puis venir dire au président, j'étais avec lui hier. Qu'il se fâche ou qu'il ne se fâche pas, après ça va lui passer. Et donc à la fin, lorsque ça devient compliqué et qu'on a envie de passer des messages, c'est bien avec Ahmed Bakayoko qu'il faut travailler. Et ça va manquer. C'est avec ça que je vais commencer. C'est vrai que concernant cette affaire Ahmed Bakayoko, les choses sont allées très vite. Hospitalisé en France, plus aspiré en Allemagne. Ce qu'on retient aussi de la gestion, je dirais, de cette affaire, c'est la communication. Un dossier qui a été très vite entouré de rumeurs. Juge Bougman, est-ce qu'à ce niveau-là aussi, on n'a pas manqué de tact du côté du gouvernement? La réalité, c'est toute est partie des rumeurs. Même si son affaiblissement, son amaigrissement, son état de santé qui inquiétait, c'est d'abord des rumeurs qui ont fait fuiter. Jusqu'à ce qu'il y ait des grands rassemblements où il n'était pas présent.
Et il y a eu d'abord une rencontre où il était présent mais affaibli. Mais à la rencontre de présent, la présentation des candidats RHDP, il n'y était pas parce qu'en ce moment il était très affaibli et ça contribuait encore à nourrir davantage les rumeurs. Donc c'est de la rumeur qui a informé. Bon, je dirais quoi. Pour une fois, c'est la rumeur qui informe. Et même l'évacuation, c'était un silence artistique qui a entouré jusqu'à ce que effectivement les choses se confirment officiellement. Alassane, pendant son séjour en France, revient et puis la présidente prend un communiqué laconique pour informer qu'effectivement il est hospitalisé, mais compte tenu de son état de santé, il a été décidé de la prolongation de son hospitalisation. Bon, je comprends pas. Il a été décidé s'il devait être hospitalisé pour 2 jours, il était hospitalisé pour des soins. Si les soins ne finissent pas, l'hospitalisation continue. Mais il a été prolongé, c'est comme s'il y avait un délai de soins, et si ça ne va pas, on regarde et puis on prolonge. Alors que ce qui a été donné de voir, c'était pas qu'il était parti pour 2 jours. Dans le communiqué, moi je ne l'avais pas bien compris. Parce que ce qui indiquait sur son état de santé, ce n'est pas quelqu'un qui allait partir et puis faire 1 semaine puis revenir. C'était vraiment pour des soins intensifs. Mais quand on dit, bon, il a été prolongé, dire qu'il est toujours en soins, je suis d'accord. Si en soins, il est toujours en soins, compte tenu de son état de santé, les soins continuent. Mais dit qu'il a été décidé de la prolongation, bon, c'est comme s'il y avait un délai qui était donné, alors que quand il partait, vu l'état, on ne pouvait pas dire déjà de quel jour il allait retourner. Donc, effectivement, c'est Dame Rumeur qui, à un moment donné, a forcé la main au gouvernement pour que le gouvernement communique. Et dans ce dossier, c'est l'omerta totale. C'est vraiment le silence total. Entre il n'est plus, il est dans un état comateux, il est dans un état végétatif, il est dans un coma, il est dans le coma parce que vous avez des bribes d'informations qui sortaient à chaque étape jusqu'à ce que les gens vous disent que c'est fini. Et après on entend qu'il a été évacué en Allemagne. Mais en même temps, la même rumeur dit même que quand M. Bakayoko quittait Abidjan, ça n'allait même plus. C'était comme un saut vers l'inconnu pour dire, bon, tentons quand même. Tentons quand même, quoi. Et arrivé en France, j'ai lu l'écrit de son ami Marwan Ben Yamed, qui explique comment est-ce que les choses sont passées et comment est-ce qu'il a trouvé Ahmed Bakayoko. Et même en France, rapidement, le pronostic vital était déjà prononcé. Et l'Allemagne aussi, c'était réellement faire tout, quoi. La Turquie, selon ce qu'il dit, c'est Erdogan lui-même qui avait affrété l'avion médicalisé pour l'envoyer, mais pour le transporter déjà c'était compliqué. Donc les conditions de transport n'étaient pas réunies pour l'amener en Turquie pour réussir la greffe, parce que le pronostic vital était suffisamment prononcé. Donc ici, est-ce que le gouvernement a péché? Est-ce que le gouvernement n'a pas fait un choix du silence? Parce que le silence aussi était un choix de communication, contrairement à ce qu'on pense. Ce n'est pas parce que je suis silencieux que je ne dis rien. Le silence peut dire beaucoup de choses et exprime parfois beaucoup de choses. La preuve, si sur ce plateau, à un moment donné, je me tais, vous allez tous avoir l'attention vers moi. Parce que je ne dis plus rien. Vous serez en train de me dire qu'est-ce qu'il veut. Et demandez aux enseignants comment parfois ils instaurent le silence quand ils donnent le cours. Ils prennent l'attention quand ils donnent le cours. Demandez aux professionnels de la communication ou des conférenciers comment à un moment donné, quand ils ont besoin de l'attention des participants, comment ils utilisent le silence à souhait. Donc, je me dis, ça doit être un choix, parce que sur le plan de la communication, le gouvernement ivoirien, la présidence ivoirienne a quand même une longueur d'avance sur beaucoup de capitales ouest-africaines. En matière de communication, en tout cas pour le moment, pour ce que la Côte d'Ivoire a démontré, il y a quand même une expérience. Parce que Alassane, quand il a pris le pouvoir, il a fait venir de ces jeunes-là en communication qui ont révolutionné l'image de la Côte d'Ivoire, lui-même qui ont travaillé son image. Et même vous voyez que le rendu du Conseil des ministres n'a rien à voir avec les autres États de la sous-région, même le Conseil des ministres. Mais sur ce dossier, je pense qu'ils ont fait un choix de communiquer autrement. Laisser la rumeur couler, glisser quelques communiqués et puis s'asseoir, ne rien dire. D'accord. Pour terminer, parce que quand il a été donné pour mort, ils n'ont ni confirmé ni infirmé. Ils ont attendu et puis après sortir un communiqué dit qu'il n'est plus. Et puis ils ont donné une date que beaucoup de sources contestent.
D'accord. Vous l'avez dit, c'est un choix aujourd'hui qui fait matière à débat. Alors juge Voa, c'est vrai, on l'a dit, la communication autour de ce dossier-là a peut-être suscité les débats, mais ça démontre aussi à suer que la question de la santé des dirigeants en Afrique reste toujours un tabou. Est-ce qu'il ne faut pas légiférer là-dessus? Bon, légiférer, je pense aussi qu'il faut reconnaître que ceux qui nous dirigent ici ou ailleurs, c'est aussi des êtres humains. Et que vous, moi, pourrions nous retrouver là où ils sont, selon la conjecture des choses et selon la trajectoire que nous réserve aussi souvent bon Dieu, comme qui dirait. Autant vous ne souhaiteriez pas qu'on sache un certain nombre d'éléments que vous estimez privés, autant il faut comprendre que ce soit humain pour eux de bien vouloir garder certaines choses dans le cercle restreint. Maintenant, il y a la réalité que ils ne sont pas nous parce qu'ils sont à des fonctions qui ne sont pas les nôtres. C'est des personnages publics. Ils occupent des fonctions qui ne sont pas les nôtres. Et la preuve, je ne me sens pas bien, je ne viens pas au boulot. Tout ce que j'en vois après, c'est le justificatif médical et tout. On ne me demandera pas qu'est-ce que tu as. On ne m'imposera pas de le dire. Mais lorsque ça va commencer à s'étaler dans le temps, mon employeur, à un moment donné, il va falloir qu'on ait une discussion franche. Parce que ce n'est plus une question de l'ordre du privé, mais c'est de l'ordre de l'impact que cela a sur sa société. Est-ce que je peux continuer de vous garder? Est-ce que je peux continuer de vous garder? Est-ce que votre état de santé n'est pas plus grave? Est-ce que c'est pas... Il rentre et il dépasse peut-être pour vous des paliers de... des paliers de confidence. Mais il y est obligé parce que ça commence à impacter son organisation de travail. Et vous êtes contraint à lui dire clairement les choses. Pas peut-être à vous dire je suis de maladie ou pas, mais si vous pouvez revenir ou pas. Maintenant, prenez cela dans une autre dimension. Vous êtes chef d'État. C'est pour cela aussi qu'on se pose la question de savoir est-ce que vous avez toute votre tête? Et puis, est-ce que vous êtes vraiment en forme? Parce que ce qui repose sur vous, le symbole que vous êtes, c'est grand. On ne va pas chercher à savoir les petites choses. Mais si ça peut avoir un impact sur l'exercice de votre fonction, il faudrait qu'on puisse en tirer la pleine mesure. Regardez le cas d'Ahmed Bakayoko. Quand vous prenez son ami d'ailleurs directeur de publication de Jeune Afrique, Ahmed, qui... par devoir, parce qu'il est journaliste, point un papier le 19 février sur l'état de santé, je ne sais pas si c'était lui ou bien quelqu'un d'autre, mais c'est au sein de son journal, point le papier sur l'état de santé de Ahmed Bakayoko, qui était parti en France. Il l'appelle directement, parce qu'ils ont le lien, et lui dit « Pourquoi tu fais ça ?» Il le dit dans l'article. C'est la question que Ahmed Bakayoko lui dit. « Pourquoi tu fais ça? Et pourquoi tu donnes autant de détails? Est-ce qu'ils ont besoin de cela ?» Vous comprenez? Parce qu'il estime que c'est lui. Il n'y a pas besoin de donner tout ça sur la place publique. Mais il y a beaucoup d'inquiétudes. Et qu'est-ce que son ami lui répond? Il dit, ça n'a rien à voir entre toi et moi. Tu es ministre. Tu es un personnage public. Et les gens se posent beaucoup de questions. Le rôle du journaliste, c'est quoi? C'est son rôle, il l'a fait. Et il dit, quelquefois, ils ne s'entendent pas, mais quand ils discutent, il lui rappelle son métier. Donc, vous comprenez. Je suis désolé, mais si c'est la maladie de mon boutiquier du quartier, bon, je ne sais pas si l'intérêt est le même. Donc, vous, à la fonction et à ce que vous représentez, ou le symbole que vous êtes, vont beaucoup d'exigences. Et ça, c'est des choses à comprendre. Donc, pour moi, c'est quelquefois une expression d'antagonisme, d'intérêt confus, mais dans lequel chacun devrait comprendre très clairement que, à là où vous êtes, il y a la réalité qui est singulière.
On ne va pas accepter que vous estimez que, bon, vous demandez, est-ce que vous avez toute votre tête, est-ce que ça va, on demande de vous faire comment on appelle ça, un examen, un bilan pour savoir si vraiment ça va ou pas, parce qu'on commence à douter un peu de vos capacités. Vous trouvez que c'est insultant? Ça n'a rien d'insultant. On ne va pas venir vous faire ça chez vous à la maison. Votre femme ne va pas venir vous demander ça à la maison. Vous allez trouver ça insultant, mais c'est relatif à une fonction, c'est relatif à comment dire ça, les exigences du point de vue responsabilité d'un certain nombre de décisions que vous prenez et qui impactent pas seulement vos proches. Donc ça devient important. Peut-être c'est quelquefois le caractère difficile des choses où on n'a pas à un moment donné en tête que on représente plus que le cadre dans lequel nous sommes. Non. Vous avez des fonctions qui intiment maintenant de nouvelles choses et les gens ont besoin de savoir. Et c'est pour ça que votre état de santé devient préoccupant pour tout le monde. C'est comme ça. Et pour moi, c'est logique. Et c'est normal de chercher à le savoir. Juge Bourma, c'est vrai que le sujet il n'est pas nouveau. Entre le droit à l'information des populations et la vie privée des dirigeants, souvent on ne sait pas par quel bout prendre justement cette question-là. Elle s'était même posée au Burkina Faso aux premières heures du Covid-19. Est-ce qu'il faut communiquer sur le cas des ministres atteints du Covid-19 ? Comment confirmer cette information-là? Voilà, finalement, quelle est la posture à avoir? Non, en la matière, il y a une loi, il y a des règlements là-dessus. L'information sanitaire, c'est comme l'information militaire. Elle est hiérarchisée, surveillée, pour voir qu'est-ce qu'on peut donner et qu'est-ce qu'on ne peut pas donner. Et il y a tout un règlement qui l'entoure. La preuve, quand vous partez, vous faites un examen de laboratoire, c'est sous pli fermé qu'on vous remet. C'est sous pli fermé. Si vous m'envoyez récupérer vos résultats au labo, je n'ai pas le droit de l'ouvrir. Je n'ai pas le droit de l'ouvrir. Parce que vous êtes mon ami, vous m'avez envoyé, je l'ouvre pour voir si le palu est positif ou mais la dengue est négative ou quoi. Non, je n'ai pas le droit. Donc le médecin traitant aussi n'a pas le droit de communiquer. Parce que ce sont des données personnelles. Il n'a pas le droit de communiquer là-dessus. Et pour le faire, il y a bien un mécanisme. C'est la justice, c'est le juge qui ordonne sinon. Il n'a pas le droit. C'est ce qui fait que, même quand ça concerne un chef d'État, ces règlements-là, les médecins sont tenus au secret médical, ils ne peuvent pas donner. Pendant la maladie à coronavirus, vous avez remarqué que c'est Karambiri et son épouse qui ont pris la responsabilité de dire oui, c'est nous. On ne donne pas l'identité. Nous avions réclamé les identités de ces personnes-là qui avaient été atteintes par mesure de précaution pour que les autres puissent commencer à prendre des précautions. Mais après, on s'est rendu compte qu'attention, quand certains, parce qu'en son temps, quand vous dites que vous êtes atteint de la maladie à coronavirus et on vient chez vous, l'arsenal qui va venir là effraie déjà le quartier. Même quand vous guérissez, vous revenez, personne ne veut encore fréquenter un membre de votre famille. Donc il y avait déjà cette stigmatisation-là. Donc, savoir qu'un tel souffre de telle pathologie crée également d'autres problèmes. Donc ce qui fait que demander, même pour celle qui a secoué la République au temps de la maladie à coronavirus, mais le dossier et puis certains éléments, vous n'avez pas droit. J'ai dit sauf si c'est le juge qui le fait. Donc ce qui fait que pour la santé c'est la même chose. Mais en France, parce que nous avons calqué sur la France, la vie privée des hommes, des personnages publics était jalousement gardée. C'est dans les pays anglo-saxons qu'ils prennent des libertés avec ça. Où le président, même dans ses vacances, se fait photographier, parfois dans sa petite culotte, avec son épouse et ses enfants en train de jouer sur une plage où je ne sais pas moi, pour un public, pour dire qu'après avoir travaillé, il se repose. Mais ce sont des éléments de sa vie privée. Qui sont en train de rentrer et ça glissait petit à petit jusqu'en France. Et c'est sous Sarkozy que ça a pris un nouveau bond et ça est arrivé ici. Et c'est sous Sarkozy que effectivement, avec son épouse, le divorce avec son épouse, on a vu que sa seconde épouse Carla Bruni, Sarkozy avec tout ce qu'on a vu comme image et tout, ça a pris un autre coup.
comme un autre niveau. Sinon, en France, c'était beaucoup plus jalousement gardé. Vous n'aviez pas le droit de parler de la vie publique d'un personnage, comme on appelle, de la vie privée d'un personnage public. Mieux, en Allemagne, vous avez le droit de critiquer un personnage public, mais si vous n'apportez pas la preuve, on vous condamne. Si vous n'apportez pas la preuve de ce que vous dites, juste des ragots que vous racontez sur la personne, la loi est sévère là-dessus. Donc, c'est-à-dire quoi? À Londres, ça, ce n'est même pas, faut pas penser. On va vous condamner. Ça, il n'y a rien à faire, ils ne blaguent pas. Mais c'est les choses qui sont en train de changer petit à petit. Donc, nous réclamons de voir clair au nom de la transparence, en oubliant que nous-mêmes, si nous souffrons, il y a des éléments de nous que nous ne voulons pas qu'on sache. D'accord. Il y a combien de personnes qui souffrent de pathologies qui ne veulent même pas que la famille sache parce que ça va être stigmatisé, les gens vont fuir, oui, voilà. Donc, il y a cette réalité qui est là. Mais le gouvernement ivoirien, je dis bien, on n'a pas besoin de nous dire de quoi souffre Ahmed Bakayoko. Son pronostic vital est-il prononcé ou pas? On n'a pas besoin de ces éléments-là. C'était de savoir s'il va bien ou il ne va pas bien. Il est en soin ou il est en soin. Oui, il n'est pas en soin. Ces éléments d'information, on peut donner. D'accord. Sans pouvoir apporter atteinte à la dignité de l'homme en tant qu'humain. Ok. Alors nous allons peut-être avancer dans les échanges. Juge Va, c'est vrai qu'après l'émotion, il faut bien se poser la question sur l'après Ahmed Bakayoko, un ministre très populaire, on l'a dit, qui occupait une place assez importante au sein du RHDP. Aujourd'hui, la vérité aussi, c'est que les adeptes de la théorie du complot estiment que ce décès-là, parce que ça fait la deuxième fois en moins d'une année que la Côte d'Ivoire perd un premier ministre, les adeptes de la théorie du complot estiment qu'il y a des mains derrière et que justement ces décès-là profitent forcément à certaines personnes. Votre commentaire là-dessus? Bon, ça c'est difficile parce que nous ne sommes pas dans ce secret-là. Il y a des choses que nous ne pouvons pas savoir. Et même ceux qui penseront y être, vous verrez qu'il y a quelquefois des confidences contradictoires, donc c'est un peu difficile. Mais déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est que vous regardez pendant les 10 années ces 10 années de Alassane Ouattara, il y a beaucoup de premiers ministres qui se sont succédés, avec lesquels il a eu maille à partir même après. Il y a eu Soro, Kibafouri, il y a eu juste après lui c'était Jeannot, et juste après lui il y a eu Duncan. Après Duncan il y a eu Gon, après Gon maintenant il y a Ahmed Bakayoko. Mais vous regardez, c'est des fortunes diverses. Il y a deux, par exemple, vous prenez le cas de Soro Kibafouri, c'est poursuite judiciaire, le monsieur il est en Europe, c'est difficile on va dire, on a l'impression que le torchon il continue de brûler entre eux. Vous prenez un autre cas, même Janou dont vous parliez tout à l'heure, on sait comment il est parti, il n'a pas donné sa démission, il a été chassé. Presque. C'est de ça qu'il s'agit. Il a fait 8 mois, non, en gros. Avant Duncan. Ah oui, c'est vrai. Janou, il a fait 8 mois. Il a fait 8 mois, il a été remercié, il n'a pas vraiment démissionné, on l'a remercié. Duncan, regardez le cas Duncan. Duncan, il a démissionné depuis février, il a attendu tellement longtemps avant qu'on accepte même sa démission et qu'on daigne aborder la question. Et regardez aujourd'hui. Donc, il avait démissionné en février. C'est jusqu'en juillet que la question de sa démission a été abordée. On sait comment il est parti. Et il s'est muré aujourd'hui dans un silence. On ne l'entend plus. Dame de Mer d'ailleurs dit qu'il ne va pas bien aussi. Voilà. Il s'est muré dans un silence. Il y a Gon Coulibaly, dont on connaissait aussi l'état de santé depuis pour la transplantation du cœur et tout, et le santé un peu fragile. On sait comment c'est terminé. Aujourd'hui, c'est Ahmed Bakayoko. Donc, c'est clair que pour ceux qui sont les attachés des questions de théorie de complot, il y a tellement de matière pour eux qui peuvent imaginer beaucoup de choses. Mais on est en Afrique et bon, j'ai cette image-là, caricature du Hachi qu'on pousse au fauteuil et qui atteint de résister et qui m'a fait beaucoup sourire parce qu'on se demande, est-ce que le fauteuil n'est pas maudit? Si vous ne tombez pas en disgrâce avec le grand Manitou, c'est que vous finissez peut-être mal. Donc c'est peut-être un peu l'impression que cela donne avec les 10 années de succession de Premier ministre qu'on n'avait jamais vu aussi en Côte d'Ivoire sous des mandats. C'est ça la réalité. Et petit point aussi, c'est que même quand vous lisez
Ben Ahmed, dans son écrit sur Jeune Afrique, il dit clairement qu'il a abordé la question de l'empoisonnement avec Ahmed Bakayoko. Donc, comprenez jusqu'à où, pas seulement une simple rumeur, jusqu'à où ces accusations-là ont été portées, et que Ahmed Bakayoko dit qu'il n'y croyait pas. C'est-à-dire, il n'a même pas réfuté, il a dit j'y crois pas. Il n'a pas dit c'est pas ça, il dit j'y crois pas. Donc, je veux dire que ça a quitté les petits salons, comment on appelle ça, les gargotes. Non, c'est au plus haut niveau que c'est aujourd'hui la question de l'empoisonnement. Parce que les gens s'en vont dans des conditions qui sont difficiles. Ou de ce qu'on retient, c'est que le mal, difficilement on l'identifie, et puis après ça s'accélère très vite, et puis les gens sont partis. Donc ça fait qu'il y a beaucoup de questions aujourd'hui qui se posent, et je suis convaincu que le malaise il doit être très fort au sein de la classe politique ivoirienne, et notamment du camp Alassane. Ça doit tarauder leur esprit, ça c'est une réalité. Alors juste Bouma, on a parlé un peu de la place qu'occupait Ahmed Bakayoko dans l'écosystème politique ivoirien, notamment dans le camp présidentiel. Aujourd'hui il n'est plus, il faut tourner la page. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Qui pour justement remplacer Ahmed Bakayoko? Est-ce qu'il faut confirmer les intérimaires qui avaient été choisis par le président Alassane Ouattara? D'ailleurs, quand Alassane nommait Ambak, il a réfléchi par 2 fois avant de le faire. Il a voulu nommer Hachi. C'est Hachi qui était pressenti pour être Premier ministre, compte tenu de son profil qui n'a rien à voir avec le profil de Ahmed Bakayoko, parlant sur le plan diplôme. Parce que Ahmed Bakayoko d'ailleurs dit, lui, comme lui n'a pas de gros diplôme, l'exigence à son niveau, la pression 2 fois, il lui doit bosser 3 fois pour pouvoir prouver qu'effectivement il est à la hauteur des enjeux. Donc la réalité, les deux n'avaient pas le même profil. Et Alassane avait voulu nommer Hachi. Donc selon certains, Ambak a fait une démonstration de force au vieux père, comme il le dit pour prouver qu'il a l'étoffe à l'emploi. Il a le profil à l'emploi, même si sur le plan diplôme ça n'y est pas, sur le plan de la technicité il peut. Et donc, en désespoir de cause, Alassane nomme Ambak, mais n'était pas très content. En tout cas, c'est selon certains proches qui le disent, qu'il n'était pas très content. Et donc, mais qu'est-ce qui s'est passé après? Ça, c'est très difficile de le savoir. Toujours est-il que Hachi était sur la shortlist. Il était d'ailleurs le principal favori. Intérimaire, c'est sûr, de mon point de vue, sauf cataclysme, qu'il va être confirmé. C'est vrai que son état de santé, les uns les autres ont rapidement évoqué, mais il sort, il dit qu'il va bien. Il a dit qu'il va bien. Il n'a pas dit que je n'ai pas de malaise, j'ai fait, je n'ai pas fait, mais il y a beaucoup de rumeurs le concernant, d'autres même disent qu'il est évacué, mais lui, il va bien. Il n'a rien, il va bien. Donc, d'un point de vue, j'ai dit sauf séisme, c'est Hachi qui va être confirmé comme Premier ministre. Mais bon, Alassane a plusieurs cadres auprès de lui qui peuvent effectivement être nommés au poste de Premier ministre, et la Côte d'Ivoire en regorge. Mais j'ai dit, Hachi fait quand même partie des favoris. Il connaît bien la maison. C'est quelqu'un qui a été plusieurs fois ministre. Donc tu connais bien le landerneau politique ivoirien, qui a aussi été député, président de région de l'AME. Donc c'est quelqu'un qui connaît et qui a été à la présidence, donc qui parle, et tu connais aussi déjà les dossiers, que ce soit les dossiers de la primature ou que ce soit les dossiers de la présidence. Donc de mon point de vue, ce n'est pas la connaissance des dossiers qui fasse problème, ce n'est pas son profil qui fasse problème, c'est maintenant le choix d'Alassane Ouattara, qui a aussi habitué la Côte d'Ivoire à avoir des institutions où vous n'avez personne. Conseil économique et social. Le monsieur est décédé depuis 2019, il n'a pas été remplacé. Le président de l'Assemblée nationale, depuis, il est malade. Le président du Sénat, il est hors de la Côte d'Ivoire depuis des mois. Donc, il y a tous ces postes vacants-là. Il n'a même pas de vice-président. Donc, je ne sais pas si l'intérim d'Hachi va durer ou bien ça va être confirmé plus tôt. Merci, Juge Bouma. Peut-être, mais très rapidement. Oui, moi, c'est pas, le problème, c'est même pas Hachi. C'est que ce que tout le monde a pressenti depuis, c'est dire que avoir en ligne de mire son petit frère Téné Bouraïma, c'est en train de se confirmer, parce que le poste dont il hérite même par intérim, c'est la défense, ce qui n'est pas rien. Un poste stratégique. C'est un poste stratégique, et c'est quelqu'un qu'on voyait venir gros comme ça. Et donc je pense que ça, c'est ce qu'il faut aujourd'hui bien regarder.
Merci, messieurs les juges, pour en tout cas pour ces différentes analyses. Une actualité que nous allons suivre de très près et certainement décrypter au cours du tribunal de l'actualité. Avec justement ces analyses, nous mettons un point final à cette émission et nous bouclons également une semaine d'analyse et de décryptage. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres actualités à juger. Comme on l'a dit, en tout cas, notre conviction, c'est qu'il faut juger avant de condamner et cela est valable avec l'actualité. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres actualités. Excellente journée en compagnie des médias leaders True TV et Watt FM.